Voilà, je voudrais remercier les sponsors qui rendent cet événement possible. Ils sont nombreux aujourd'hui. Le titre de la session, c'est Architecture d'entreprise, bonnes pratiques et business process management avec Power Automate et Dr. Flow. Donc, je suis Dr. Flow. Mon vrai nom, c'est Serge Lucas. Je suis MVP depuis 14 ans. J'ai été MVP en .NET, puis SharePoint, puis Office 365 et depuis 3 ans dans la Power Platform. Je suis basé à Bruxelles, où j'ai fondé une société qui s'appelle Power Platform Associate avec une autre MVP, Isabelle Van Kampenhout, qui donne d'ailleurs 2 sessions sur la Power BI aujourd'hui. Alors, pardon. Le menu du jour, essayez de garder vos applications simples, mais parfois on doit pouvoir faire compliqué. Il est très important de connaître les limitations de la plateforme que vous utilisez. On va voir rapidement 4 patterns et puis je vais vous montrer une implémentation d'un pattern qui est un outil open source que j'ai créé ces derniers mois, que je mettrai sur GitHub fin novembre en fait, donc qui est tout à fait gratuit, donc c'est pas du tout commercial, c'est juste pour pouvoir s'inspirer sur le plan technique. Voilà, alors le principe que j'ai, c'est de toujours essayer de garder ces applications le plus simple possible. Et en fait avec Power Apps et Power Automate, on peut rapidement créer des prototypes qui ne doivent pas nécessairement être compliqués. Et dans beaucoup de cas, le prototype survit. Mais parfois, et souvent d'ailleurs, on doit aller au-delà de ça. Parfois, on a réellement des applications qui deviennent critiques et dont l'architecture doit être adaptée à cette criticité. Et donc, vous devez, dans ce cas, suivre les bonnes pratiques que l'industrie a définies durant les 20 dernières années. C'est-à-dire que vous devez définir une couche qu'on appelle en anglais la Data Access Layer, une couche qui s'appelle la couche business, une couche qui s'appelle la Presentation Layer. Et en gros, la Presentation Layer est constituée de tout ce qui est interface utilisateur, hein, donc c'est Power Apps, Teams, SharePoint Forms, Microsoft Forms et éventuellement les bots. La business layer, typiquement, ce seront des flows. Et la data access layer, ce seront des flows, donc des child flows, donc qui sont appelés par la business layer, qui vont accéder aux différentes sources de données, que ce soit SharePoint, CDS Dataverse, qui est le nouveau nom de CDS, hein, Dataverse, Oracle, etc. Dans beaucoup de cas, on veut pouvoir avoir une analyse business des processus, et donc on va créer ce que j'appelle une couche analytics, hein, donc analytics layer, et typiquement, on va créer ces analytics avec du Power BI. Également, dans beaucoup de cas, on va devoir loguer les informations de nos applications. Personnellement, j'utilise un outil dans Azure, ça s'appelle Azure Application Insight, mais on peut aussi loguer dans des SharePoint ou dans le CDS, hein, Dataverse, c'est le nouveau nom de CDS. La communication entre les couches est la suivante. On a la presentation layer qui appelle la business layer, qui appelle la data access layer, qui communique avec les data sources, qui renvoie des informations à la data access layer, qui renvoie à la business, qui renvoie à la presentation layer. Ce n'est pas nouveau en fait, sauf qu'on peut appliquer ça à Power Apps et Power Automate. Alors, la presentation layer peut directement lire les données des data sources, des sources de données. Idem évidemment pour la couche analytique qui peut directement être pluguée sur la source de données quelle qu'elle soit. Dans beaucoup de cas, oui, les 3 couches, Presentation Layer, Business Layer, Data Access Layer, peuvent appeler la Login Layer. Dans beaucoup de cas, si la sécurité est importante, et je vous montrerai un exemple, je crée une couche que j'appelle la Security Layer, dans laquelle je mets des flows, et ces flows déterminent qui peut accéder à l'information. C'est typiquement le cas lorsque vous traitez par exemple des informations de ressources humaines, c'est parmi les informations les plus sensibles de l'entreprise, hein. Donc vous avez une Security Layer qui détermine ou qui donne les permissions aux données. Alors, comme toutes les plateformes, j'adore la Power Platform, mais il y a des limitations, il faut les connaître. Ces limitations sont les suivantes. La durée d'un flow, c'est 30 jours. Après 30 jours, le flow s'arrête. Ce qui, dans beaucoup de cas, n'est pas un problème. Dans certains cas, c'est un gros problème. J'ai développé une série de patterns, j'ai testé une série de patterns. Donc, si vous allez sur mon blog, vous pouvez voir les patterns, notamment ce qu'on appelle le controller pattern, qui permet d'aller au-delà des 30 jours. En fait, on relance le flow après 28 jours. Mais j'ai créé un outil qui s'appelle BPM Toolkit qui
ne donne aucune limitation dans la durée des flows. Les approbations, en fait, ça dépend si le flow qui a créé l'approbation et le flow qui attend l'approbation, vous êtes lié aux 30 jours. Il faut savoir que les approbations en Power Automate sont stockées dans le CDS et les approbations sont là de façon illimitée. Donc, vous pouvez très bien avoir un flow qui crée et un flow qui écoute en utilisant le CDS trigger when a record is updated, mais qui demande une licence premium. Ou vous pouvez utiliser le contrôleur pattern que j'avais proposé il y a déjà 2 ans, ou alors le BPM Toolkit que je vous montrerai un peu plus loin. Il n'y a pas de state machine, donc le state machine, c'est l'intérêt de pouvoir, au cours d'un workflow ou d'un process business, pouvoir aller d'une étape à l'autre, en avant ou en arrière. D'accord? Donc dans Power Automate, on va toujours en avant. C'est un grand problème parce que cette problématique business est très fréquente en fait. Et donc j'avais créé des patterns, notamment le contrôleur pattern permettait de faire ça. Et c'est la raison pour laquelle je suis passé à l'étape suivante qui est le BPM Toolkit, dont vous aurez les sources, vous pouvez l'utiliser gratuitement évidemment. Tout ce qui est Application Lifecycle Management, donc le déploiement de dev vers test vers production, n'est pas extraordinaire, c'est un peu trop complexe. Donc il y a des outils DevOps qui sont disponibles, marche très bien lorsque vous utilisez CDS, donc Dataverse, mais ça pose énormément de problèmes lorsqu'on a SharePoint. Donc vous allez voir la technique que j'ai développée. Vous pouvez jeter un coup d'œil à cette vidéo que j'ai créée qui est utiliser les variables d'environnement, donc environment variable et SharePoint Flow, oui et non. Donc ça ne marche pas avec les SharePoint Flow. Donc j'ai créé un outil, vous voyez dans la vidéo, qui permet de remplacer toutes les chaînes de caractères, donc y compris les GUID de vos listes, d'un environnement à l'autre en fait. Donc il remplace tout ça et ça marche assez bien. Jetez un coup d'œil à cette vidéo, ça vous aidera. Moi, j'ai le problème avec le BBM Toolkit, il y a 50 flows à déployer, donc c'est un cauchemar au-dessus de SharePoint. Lorsqu'un flow s'arrête, il n'y a pas moyen de le redémarrer à partir de là où il s'était arrêté. Donc ça, c'est en principe dans la roadmap de l'équipe Power Automate. Je suis en train d'implémenter quelque chose dans le BPM Toolkit à ce sujet-là pour les flows qui sont réellement critiques en fait. Il y a une limitation dans le nombre d'appels que vous pouvez faire dans Flow. Lorsque c'est pas encore actif en fait. Lorsqu'un flow appelle un collecteur ou que flow appelle une variable ou une boucle, etc., il y a chaque fois un appel d'API. Et le nombre d'appels API est limité. Et tout dépend de la licence en fait. Donc par exemple, si vous avez une licence Office 365, je crois que c'est 2000 appels d'API par jour, par 24 heures en fait. Ça peut poser un problème. Donc, vous pouvez acheter ce qu'on appelle des capacity add-ons. Donc, sans nécessairement passer dans des licences premium, vous pouvez acheter des capacity add-ons qui augmentent le nombre d'appels que vous pouvez faire. Il y a aussi un nouvel analytics dans les flows qu'on appelle Action Analytics. Regardez ici. Pour chaque flow, vous avez un analytics et récemment, ils ont mis action. Donc, vous pouvez voir pour le flow en question, le nombre d'appels par jour. Vous voyez ici, par exemple, celui-ci. Arrive presque à 500 par jour, ce jour-là. Donc, il faut surveiller ça. Ce n'est pas encore actif, la limitation des API, mais ça va arriver. Donc, il faut faire attention. Lorsqu'on envoie une requête, une demande d'approbation dans Power Automate, on a une forme très basique. On veut pouvoir la customiser. C'est très limité, en fait. Et donc, c'est ce que j'ai inclus dans le BPM Toolkit. Mais vous pouvez aussi créer ce qu'on appelle des adaptive cards que vous pouvez customiser. Ça reste quand même limité. Les délégations de tâches, lorsque vous demandez à quelqu'un d'approuver quelque chose, quit si la personne n'est pas là. Si vous avez un business process complexe avec plusieurs personnes dans un pipeline et qu'il y a quelqu'un qui ne répond pas, en fait, ça pose un gros problème. Donc, il y a un encombrement. Et donc, les personnes doivent pouvoir dire que leurs tâches vont être déléguées à une autre personne de telle date à telle date, ou la personne qui gère le business process doit pouvoir dire, bon, là, c'est bloqué, ben, je le redirige à une autre personne. Donc ici, le mécanisme de task delegation, très important, en fait, mais n'est pas dans Power Automate. Je l'ai inclus dans le BPM Toolkit. Alors, concernant les limites d'API, d'appel d'API, c'est ce qu'on appelle le throttling, en fait. Il y a 3 types de throttling. Il y a d'une part la limite dont je viens de parler. Vous ne pouvez pas appeler beaucoup d'API ou beaucoup d'actions par 24 heures. Il y a une limite. Et en fait, la limite est assez souple. Si de façon répétée, vous commencez à dépasser cette limite, il risque de vous bloquer le flow. Donc, ils sont pas chiens, en fait. Mais quand même, la limite est là.
il y a une limite à ce niveau-là. Il y a une limite au niveau des connecteurs que vous appelez. Donc, par exemple, le connecteur SharePoint, c'est 600 appels par 60 secondes. Donc, c'est deuxième limite. Et il y a une limite par le back-end. Si vous appelez SharePoint, par exemple, eh ben, SharePoint va se protéger aussi. Hein, donc, supposez que vous passez à travers la limite de Power Automate, de celle du connecteur, il y a encore celle de back-end. Tous les systèmes cloud proposent une autoprotection. Hein, donc, il faut en tenir compte dans vos applications. 4 patterns dont on va discuter. Le premier, très important, que j'utilise partout dans le BPM Toolkit, c'est l'élévation de privilèges. Typiquement, Alexia appelle un Power Apps, cette Power Apps appelle un flow, le flow a été déployé avec un compte, appelons-le le flow maker account, ce flow accède SharePoint, qui accède SharePoint? Alors la plupart des gens disent c'est le flow maker account. Donc la réponse est non. La réponse est Alexia, parce que l'identité d'utilisateur est passée à travers le flow qui est appelé. Ce qui, pour des raisons de sécurité, c'est une très bonne pratique. Hein, tout comme du JavaScript, on ne peut pas avoir plus de privilèges que l'utilisateur, évidemment. Dans un certain nombre de cas, ça pose problème parce que parfois, vos flows doivent pouvoir faire des choses que l'utilisateur n'a pas le droit de faire. Accéder à certaines listes, changer la sécurité, des trucs comme ça. Et donc, on a besoin d'une élévation de privilèges. Et le pattern classique que je propose, en fait, c'est que votre flow, donc PowerApp s'appelle un premier flow, qui va appeler un second flow grâce à l'action run a child flow, qui ne marche d'ailleurs que pour les flows dans des solutions, pour l'instant. Et vous appelez un second flow, qui lui est aussi configuré avec le flow maker account, qui va accéder par exemple à SharePoint, et bien, qui peut accéder à du premium. Dans ce cas-là, c'est plus Alexia qui va appeler SharePoint à ce niveau-ci, mais c'est le flow maker account. Hein, l'identité ne passe pas à travers les flows qui sont appelés. Si en plus ce flow que vous appelez utilise du premium, vous n'êtes pas obligé d'acheter du premium pour tous les utilisateurs. Vous pouvez acheter un premium global pour l'entreprise, hein, ce qu'on appelle la per flow license. C'est $500 ou 480 € par mois pour toute l'entreprise à concurrence de 5 flows. D'accord? Donc, ce n'est pas le per user flow, hein, c'est le per flow license. Je sais bien, c'est confus. Mais voilà. Et donc, ça, c'est une aubaine. Vous mettez du premium dans vos flows, pas dans le front-end, en fait. Si vous appelez du CDS, là, fatalement, l'utilisateur appelle CDS et donc il doit avoir une licence premium. Donc ça, c'est important à connaître. Autre question, dans ce cas de figure ici, qui appelle l'API? Hein, donc, par exemple, ici, qui va appeler les API qui sont appelés? Est-ce que c'est le Flow Maker Account ou c'est Alexia? La réponse est Alexia. Donc, même si l'identité ne passe pas, c'est quand même l'appelant qui va payer. Donc, il faut en tenir compte. Si vous appelez un flow qui appelle un autre flow, un conseil, c'est qu'il y a un problème de compliance. Il faut systématiquement passer, je vous conseille, l'identité de l'utilisateur qui fait le premier appel. Ainsi, vous pouvez avoir une trace de ça dans votre back-end. Sinon, il n'y a plus aucune trace. On ne voit que le Flow Maker Account qui agit, en fait. Hein. Donc ça peut poser des problèmes de compliance. Je ne l'ai pas fait dans le BPM Toolkit. Je suis en train de l'adapter. Deuxième pattern, ce que j'appelle le Secure Record Pattern. Qu'est-ce que c'est? C'est surtout quand on travaille avec des données qui doivent être hyper protégées, typiquement des données HR, ressources humaines. L'idée, c'est le suivant. 1, vous créez un enregistrement blanc. 2, vous le sécurisez. Et 3, vous le remplissez. Et pas dans l'autre sens, en fait. Donc, typiquement, par exemple, dans Power Automate, vous voyez ici, je crée un record blanc dans SharePoint. Ensuite, je le sécurise. Et ensuite, je le remplis. Donc, ça, c'est important. Troisième pattern, j'ai 60 formulaires à créer et ces formulaires appellent des flows. Comment est-ce que je peux avoir une solution relativement générique? La solution que j'ai trouvée, en fait, c'est la suivante. Donc, ceci, c'est du Power Apps. Dans Power Apps, vous pouvez créer un objet, hein, une structure globale, vous voyez, avec tous ces champs, donc beaucoup de données dans les formulaires. Eh bien, Power Apps va appeler un flow. Voici, ici, on l'appelle le flow. En fait, il appelle même deux flows, un directement pour stocker les données et l'autre pour les attachments, c'est un détail. Et vous pouvez utiliser la fonction JSON de Power Apps et vous passez la variable globale, hein, avec toutes vos structures ici,
au flow. Maintenant, on va voir ce qui se passe du côté du flow. Ça, c'est le flow qui est appelé. Vous voyez, il est appelé par Power Apps. Vous pouvez utiliser un compose, vous stockez l'information qui est dans le compose, c'est du JSON, et vous appelez votre flow enfant, hein, parce qu'on suit le pattern que je vous ai indiqué, et vous passez l'information. Et maintenant, dans le flow enfant, vous avez ceci, vous pouvez le parser, hein, donc vous faites un parsing, vous passez le schéma des objets, et alors vous pouvez utiliser des propriétés dynamiques. Donc ça, c'est vraiment, enfin, en tout cas pour moi, c'est vraiment très, très, très utile, donc je vous partage l'astuce. Quatrième pattern, le plus long, c'est ce que j'appelle le case management pattern. C'est un pattern qui m'a donné pas mal de missions, qui m'a aidé dans beaucoup de projets. Je vous explique. Je vous explique en partant du problème des approvals. Lorsqu'on parle d'approval, en fait, il faut se méfier. Parce que l'approval, ça me fait penser à l'iceberg. Et l'iceberg, la première chose à laquelle on pense, c'est le Titanic. Et vous pouvez vous casser les dents, hein, même plus que ça, en fait, dans les approvals. Quand c'est simple, c'est simple. Mais parfois, on tire la ficelle et alors on a un monstre derrière parce que derrière les approvals, il peut y avoir une problématique BPM. Hein, vous faites une demande d'approbation à plusieurs personnes en série déjà. Quit si une personne n'est pas là, quit si elle ne répond pas, il faut faire un reminder, quit si on veut en arrière, quit si elle doit avoir une tâche, quit si on veut la tâche customisée. Il y a toute une série de problèmes, quit si on veut un audit. Donc il y a toute une série de problèmes qui font partie de ce qu'on appelle le BPM. Et donc il faut faire attention, parfois, et même souvent en fait, on a un problème BPM. Donc il faut un peu comprendre la problématique BPM. Et comme je n'ai pas envie de coder 36 trucs pour chaque projet, c'est pour ça que j'ai créé le BPM Toolkit. Partons d'un case study, qui est un projet sur lequel j'ai travaillé. Une entreprise multinationale ici veut réimplémenter son système HR. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. 60 types de requêtes HR, 7 workflows différents. Un approval complet peut prendre une année, jusqu'à une année. Donc, on est loin des 30 jours de limitation de Power Automate. Il y a évidemment plusieurs personnes dans la chaîne. Il y a des superviseurs, des utilisateurs. Ils veulent tous voir une vision graphique des approbations. Ils veulent un dashboard. Ils veulent comprendre tout le business process de façon graphique. Donc, on est très loin des fonctionnalités de base de Power Automate. Pourtant, j'adore Power Automate et Power Apps, et donc j'ai utilisé cet outil-là pour implémenter quelque chose. Typiquement, regardez le trajet d'une requête. Je prends un cas, mais la plupart des cas que vous allez voir suivent ça en fait. Quelqu'un a fait une demande de congé pour des raisons médicales à Paris. C'est un employé à Paris. Premièrement, c'est validé par un médecin. Ce sont des données hyper confidentielles, hein. Il y a un dossier médical, il y a des screenshots d'approbation de médecins, etc. Le département légal, donc département juridique, voilà, en français, vérifie si c'est un droit ou une possibilité. Puis ça va vers le line manager, puis ça va vers le première ligne de support à Paris, puis superviseur à Paris, puis à Bruxelles, puis au directeur à Bruxelles, et puis c'est approuvé. Et entre-temps, on peut avoir des allers-retours. Donc, implémenter ça avec Power Automate out of the box, je dirais, c'est un cauchemar. Et donc, mon projet pouvait s'arrêter parce que bon, je ne pouvais pas utiliser Power Automate, Power Apps, il fallait utiliser, je ne sais pas, K2, Lintex ou un autre outil, il y en a plein sur le marché. Et donc, je me suis dit, je vais créer un outil générique pour tous mes projets et je vais le partager en open source. C'est le BPM Toolkit. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le BPM Toolkit, en fait? Encore une fois, ce n'est pas du tout commercial, hein, ceci, c'est juste pour vous donner des idées et vous pouvez l'utiliser. C'est écrit à 100% avec la Power Platform. C'est gratuit et open source. Le business process peut créer ses workflows sans devoir écrire du code, sans devoir utiliser Power Automate. Derrière, c'est évidemment du Power Automate. On a des state machines, pas de limitation. Le workflow peut changer en cours de route. Il n'y a pas de limite de durée dans les workflows, pas de limite de durée des tâches. Il y a la délégation de tâches. On peut avoir des formulaires de tâches customisés. Tout le pipeline est sécurisé. C'est visuel. Il y a une intégration avec RPA, donc Robotic Process Automation, notamment Power Automate Desktop. Et pas besoin de licence premium. Sauf quand on utilise RPA, parce que bon, là, il y a Power Automate Desktop, donc là, il n'y a pas de miracle.
Alors, le pattern est le suivant, en fait. C'est un pattern que j'ai déjà utilisé dans d'autres projets, mais ici, j'ai été beaucoup plus loin dans l'implémentation. J'ai appelé ce pattern le Case Management Pattern. Je ne savais pas que ça existait. Après, j'ai vu que chez IBM, il y avait un truc pareil. Ce n'est pas exactement la même chose. En gros, vous créez vos requêtes. Vos requêtes sont customisées. Vous pouvez avoir 60 types de requêtes, c'est mon cas. Et vous les stockez soit dans du CDS. Ici, j'ai implémenté ça dans SharePoint. Après, il y aura une implémentation CDS. Donc, par exemple, une liste pour chaque type de requête différente. Vous voyez le périmètre du BPM Toolkit. Et chaque requête va entrer dans une structure que j'appelle case. Ici, c'est dit SharePoint. Ça peut être une entité CDS qui s'appelle case. Et ce case passe dans une autre liste ou une entité CDS qui s'appelle case lifecycle. Donc, il y a un générateur d'étapes qui dit un workflow et qui génère des étapes sur base de la logique que vous avez mise quelque part. Et donc, nouvelle requête, nouveau case, un workflow génère des étapes. Et hop, voilà. Vous voyez? Donc ça, c'est la logique du Case Management Pattern. C'est le cœur du problème, en fait. C'est le cœur du BPM Toolkit. Derrière ça, j'ai un data model. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que c'est très ennuyeux. Mais en gros, vous avez vos requêtes à gauche. Tout ce qui est en rouge, enfin le carré rouge, c'est le BPM Toolkit. Ça va dans la structure Case, puis ça va dans Case Lifecycle. Vous voyez? Il y a d'autres listes, comme les paramètres, les types, les rôles, dont on parlera tout à l'heure. Démo. Alors, pour aller plus vite, je ne vais pas faire de démo live, j'ai des screenshots. Sinon, on n'arrivera pas au tiers, en fait. Voici l'intranet. Ceci, c'est mon environnement de test. J'ai trois parties, le Workflow Command Center, le dashboard, chaque personne a son dashboard. Et ici, les utilisateurs, n'importe quel utilisateur peut faire une demande de congé. Ici, il clique là-dessus et il y a un formulaire qui arrive, qui apparaît. Le formulaire est écrit en Power Apps, tout est en Power Platform. Je vais aller très vite sur le formulaire parce que ce n'est pas ce qui est intéressant. Donc, c'est un wizard en fait que j'ai créé. Là, il passe d'un formulaire à l'autre. Voilà. Là, il choisit durée de son part-time, plus de détails. Tout est stocké dans SharePoint après. Page de résumé. Il peut sauver en draft ou il peut aller vers le workflow d'approbation. Il choisit le workflow d'approbation. Il confirme qu'il est au courant de la réglementation, blablabla. Et il passe dans la fenêtre de liaison avec le workflow. Auparavant, je vous montrerai après, on a créé un workflow pour ce type de requête, en fait. Et là, on peut encore éventuellement dynamiquement ajouter des utilisateurs complémentaires pour la validation. Puis, clique. Voilà, c'est soumis, c'est une requête. La requête devient un case. Elle est prise en charge par le BPM Toolkit. Et on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Donc, je suis maintenant l'officier HR, ressources humaines, et je vais dans mon Workflow Command Center, ici. Et là-dedans, ceci c'est du Power Apps, vous voyez, chaque type de requête apparaît comme une ligne et je peux suivre tout son processus. Vous voyez, chaque carré est une étape dans le processus d'approbation ou de review. Ce n'est pas que de l'approbation, c'est aussi du review en fait. Et vous voyez, le carré ici est orange, ça veut dire que le workflow attend que cette équipe agisse. Hein, donc voilà, il y a d'autres détails. On peut filtrer, trier, on peut par tous ceux qui ont été rejetés, qui sont en attente, qui sont approuvés, etc. Si je vais au slide suivant, vous allez voir, il y en a d'autres. Hein, par exemple, celui-ci, en fait, ceci est vert, ça veut dire que cette équipe a approuvé, elle est passée à l'autre. Celle-ci a refusé, c'est rouge. C'est quand même passé à l'étape suivante, en sachant que le précédent a approuvé. Regardez ici, par exemple, ça a été approuvé par cette équipe-là, c'est passé à celui-ci. Il y a des étoiles, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire qu'il y a eu une délégation de tâches. Donc, une personne a reçu une tâche et avait fait toutes ces délégations vers tel utilisateur. Et donc, maintenant, on voit que c'est en fait une redirection. Vous voyez? Et donc, vous vous souvenez de la requête que j'avais soumise, c'est celle-ci, en fait. Quand on clique là-dessus, en tant qu'officier HR, il n'y a que HR qui a accès à ceci. Je vais dans le détail de la requête et je peux agir dessus, pour autant que je fasse partie du bon rôle. Il y a aussi une gestion des rôles, en fait. Et donc, par exemple, ici, vous voyez, j'ai toute une série d'options pour ma requête. Et si je clique là-dessus, je crois que c'est sur ce bouton d'acceptation, je dois mettre un commentaire, je confirme. Donc, je suis ici, en fait, à cette étape-là, je fais partie de ce rôle-là. Je confirme, et hop, vous voyez, il passe à l'étape ici, vers cette personne-là, qui est un utilisateur lambda, ne fait pas partie d'HR, c'est peut-être un manager,
qui va avoir une tâche, donc il va devoir approuver quelque chose probablement. Donc on voit que c'est en attente ici. Le gris, ça veut dire que ça n'a pas encore été exécuté. Donc on va aller voir en fait ce que cette personne-ci possède. Juste une petite chose, c'est que il y a quelques jours, j'ai implémenté le principe de task ownership. Ça veut dire qu'un utilisateur HR, par exemple, peut dire je prends possession d'une tâche. Il y a un petit radar ici, vous voyez, ça veut dire tous ceux pour lesquels il y a déjà quelqu'un qui travaille. On voit le nom de la personne qui travaille. Si c'est vous, on peut dire que c'est votre tâche, en fait, hein, donc votre business process. Et par exemple, ici, vous voyez, on voit que tel utilisateur est en train de travailler sur cette requête. Si vous voulez la prendre, vous cliquez là-dessus et hop, vous devenez le holder. C'est un petit détail, mais c'est très important. C'est une problématique BPM classique. Donc, revenons. Il y a une tâche vers un utilisateur. Eh bien, au lieu d'utiliser le Power Automate Approval Dashboard, j'ai créé mon propre dashboard en Power BI, en Power Apps, pardon. Regardez, on clique dessus, n'importe quel utilisateur clique dessus, et voilà toutes les. D'abord, premièrement, dans cet outil, l'utilisateur peut suivre les requêtes qu'il a envoyées. Donc ça, c'est la requête qu'il avait envoyée. Regardez, l'utilisateur peut voir qu'en fait, sa requête se trouve ici. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est un point très important qu'on peut voir. L'utilisateur peut agir, l'éditer, éventuellement stopper tout le business process. Donc si l'utilisateur qui a envoyé la requête dit bah, ben, moi, je veux arrêter finalement, donc il clique là-dessus, et hop, tout le workflow, vous voyez que c'est tout le workflow, hein, toutes les tâches, pas qu'une en fait, devient noir et donc c'est arrêté ici et aussi dans le tableau de bord de HR. Donc maintenant, l'utilisateur qui reçoit la requête, en fait, l'autre utilisateur auquel on envoie une requête, a un menu dans lequel il peut voir toutes ces tâches. Donc il voit ceci. Voilà. Il peut voir le détail de la tâche. Il peut voir, par exemple, les commentaires des approuveurs ou des reviewers précédents. Clique là-dessus et il peut voir que tel reviewer a mis tel commentaire, par exemple. Donc on peut voir tous les commentaires précédents. Aussi, attendez, voilà. Un utilisateur peut déléguer cette tâche à un autre utilisateur, entre deux dates, par exemple. Donc, le workflow va en tenir compte. Donc, si l'utilisateur approuve une tâche, donc il approuve la tâche, confirme, hop, on va voir que, vous voyez, ce qui était orange est devenu vert et passe à l'orange ici. Vous voyez? Donc ça marche assez bien. Ça marche, enfin même très bien en fait. Hein, donc voilà. Maintenant, la ressource humaine prend le workflow en main, clique là-dessus, et qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire plein de choses. Par exemple, supposons que cette personne ne réponde pas et n'a pas mis de délégation, eh ben, les ressources humaines peuvent dire ben, moi, je skip cette étape, hein, skip, ou bien je réassigne. Donc, qu'est-ce qui se passe si on skip? Ça passe à la suivante. Celui-ci devient gris. Vous voyez, donc, on peut passer d'une étape à l'autre. En fait, il n'y a pas d'encombrement. Ou encore, on peut faire ceci. On clique sur Redirect, on peut dire je veux rediriger ceci vers l'étape 0, par exemple. Hein, donc l'étape 0, ce sera celle-ci. On clique sur Confirme, et hop, vous voyez, l'étape 0 devient orange, en fait. Donc on a vraiment une state machine, une machine d'état, qui est quelque chose qui n'est pas dans Power Automate. Donc si cette personne confirme, ou pardon, si cette personne dit par exemple non, je rejette, hein, donc elle clique là-dessus, pas légal, confirme, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout dépend de la logique de votre workflow. Je vous montrerai le workflow après. Mais par exemple, le workflow dit que si cette équipe rejette la tâche, en fait, ça va être redirigé vers, je crois que c'est ce superviseur-ci. Hein, donc, en fait, c'est une state machine. Il y a un go-to, en fait. Hein, donc, on clique, c'est refus, puisque vous voyez que c'est du rouge, et ça va aller vers l'autre acteur, le 4. Vous voyez, celui-ci attend. Et donc, ceci, c'est du gris. Donc, on voit bien que ça a été skippé, en fait. Hein. Et on peut voir pour chaque tâche les commentaires, etc. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on définit ces workflows? Pas besoin d'aller dans Power Automate. Derrière, c'est évidemment Power Automate. J'ai ce qu'on appelle le concept de meta-workflow. Ici, c'est dans une liste SharePoint. Regardez, vous pouvez définir un workflow de ce type-ci et vous définissez les différentes étapes. 0, 1, 2, 3, 4. Et vous pouvez définir les rôles qui sont là derrière. Vous voyez? Par exemple, vous pouvez dire acteur veut dire ce sont des humains. Donc, si jamais on passe des noms d'humains au workflow,
10 noms d'humains, il va remplacer ceci par 10 acteurs. Ceci, ce sont des équipes, hein, ce sont des rôles en fait. Hein. Alors on peut dire si c'est un feedback ou si c'est une approbation. Feedback veut dire que même si la personne dit non, je ne suis pas d'accord, ça passe quand même à l'étape suivante. Un approval, ça veut dire que si la personne dit non, tout le processus s'arrête en fait. Hein. Donc on a ce concept. Donc ça c'est le concept de Meta Workflow. Lorsque vous avez un workflow en cours de route, HR peut dire ah, je voudrais ajouter quelqu'un dans la boucle. En cours de route, le workflow a déjà démarré en fait. Donc on clique là-dessus et on dit voilà, je vais ajouter une nouvelle étape. Donc ici, entre le 0 et le 1, vous allez avoir un nouvel acteur qui va apparaître. Voilà. On choisit celui-ci et hop, le voilà ici. Donc le suivant dans la pile, ce sera celui-là en fait. Donc dynamiquement, les workflows peuvent changer. Ce qui répond à des besoins business. Hein. Ce n'est pas juste pour m'amuser que j'ai fait ça. Enfin, ça m'amuse aussi. Hein, mais... Et voilà en fait. Hein. Il tient compte de matrices de permission. Donc, quand on travaille sur des business process, on peut définir qui peut faire quoi en fait. Hein. Donc, il faut définir ce qu'on appelle une permission matrix. Et donc, le BPM Toolkit est tout à fait compatible avec des matrices de décision. Alors, un point très important, je regarde l'heure, on a encore 15 minutes, c'est que ce que vous avez vu là, je l'ai envoyé, j'ai fait la démo à l'équipe Workflow, Power Automate plutôt, en disant, voilà, ben, tout ce que je vous demande durant les MVP Summit depuis, enfin, chaque année, chaque fois que je les vois, je leur demande ce que vous avez vu en fait. Et plutôt que de me refondre, j'ai créé l'outil, je leur ai envoyé la vidéo. Alors, ça a été très, très bien reçu par l'équipe, puisque ça a été créé avec leurs outils en fait. Et une des premières réactions a été de dire, tiens, pourquoi est-ce que tu n'intégrerais pas le lien avec le RPA? Donc RPA, c'est Robotic Process Automation. Donc typiquement, ça reproduit l'action d'un utilisateur humain. Hein, par exemple, ici, dans mon cas, on a, vous mettez, vous créez une requête pour une commande, par exemple. Cette commande passe par un processus d'approbation qui est géré par le BPM Toolkit. Et à un certain moment, on veut pouvoir prendre l'information et la stocker dans une application qui est une application ancienne qui tourne par exemple sur un desktop ou, ou dans un navigateur, pour lequel il n'y a pas d'API. Donc, on ne peut pas le lier directement avec l'API de Power Automate. Par contre, on peut intégrer ça dans une activité humaine, reproduire l'activité humaine. Donc, c'est le but de Power Automate Desktop, en fait. Et donc, j'ai créé une intégration possible avec le Power Automate Desktop. Si vous voulez, vous pouvez voir la vidéo. Je regarde, il ne nous reste plus beaucoup de temps, en fait. Donc, regardez cette vidéo. Je vais juste vous montrer le résultat ici. Regardez. Je vais aller ici créer une commande. Cette commande, je la remplis, c'est un formulaire Power Apps. Je l'envoie dans sa structure customisée, commande. Et puis, ça c'est envoyé dans la liste case. Donc, c'est pris en charge par le BPM Toolkit. Donc, j'ai un case qui est créé, que voici. Le workflow n'est pas très complexe. Vous voyez, il y a une première étape qui est l'équipe de Bruxelles doit approuver. Et après, l'étape suivante, c'est appeler le legacy system qui tourne sur un desktop, en fait. Et après, une fois que le boulot est fait, ça passe à l'équipe de Paris, puis à l'équipe de Luxembourg. Mais ceci, c'est appeler une application sur un desktop. Donc, la commande est envoyée ici. Bruxelles est en attente. Regardez, Bruxelles est en attente. Bruxelles prend la commande. Bruxelles va accepter. OK, va approuver. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Le système va passer à l'étape suivante. Et le système va appeler une application legacy qui tourne sur le desktop, va remplir l'information que vous avez vue, en fait, l'introduire dans cette application. Et ensuite, vous voyez, c'est ceci, c'est cette étape-ci. Et ensuite, quand c'est fait, l'application se referme et ça passe à Paris. Donc ça, c'est une intégration avec le RPA. Et la question, c'est comment est-ce que vous avez fait? Eh bien, ce que j'ai fait, c'est dans mon Meta Workflow, j'ai une action de type Call Workflow. Call Workflow. Et ce Call Workflow, vous passez le nom du workflow. Et le workflow va être appelé, vous lui passez le case, le numéro d'étape et
le système peut s'en sortir. Vous voyez? Donc typiquement ici, en réalité, j'ai deux workflows. J'ai un workflow qui est un web service, en fait, qui est appelé par le BPM Toolkit. Et celui-ci appelle ce qu'on appelle le UI flow, hein, qui est créé avec le Power Automate Desktop. Il y a des travaux chez moi, j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit. Alors, quels sont les modules de base du BPM Toolkit? D'abord, premièrement, c'est basé sur SharePoint. Pour l'instant, je vais travailler sur l'implémentation CDS ou Dataverse, Common Data Service. J'ai utilisé Power Automate, j'aurais pu utiliser Logic Apps. Power Automate est suffisant. J'ai un ensemble de modules que j'appelle les core modules, avec par exemple le Case Launcher, je vais expliquer ce que c'est, un générateur de workflow, process management, optimisateur, un runtime, un analytics, délégation de tâches, module de sécurité, la couche qui permet d'accéder à SharePoint, celle qui permet d'accéder à CDS. Donc ça, c'est le module core. Au-dessus de ça, j'ai des modules graphiques écrits en Power Apps, évidemment, avec les dashboards que vous avez vus. Évidemment, le code source est fourni, donc vous pouvez customiser ça si vous le désirez. Donc c'est pour ça que j'ai créé cet outil-là, en fait, c'est pour vous le donner en réalité. Il y a en tout 51 flows et 4 Power Apps de type Canva. Les modules core, en fait, sont les suivants. Hein. Quand un case a été soumis, le système appelle un module qui s'appelle le Workflow Launcher, qui lui-même appelle le générateur d'étapes. Donc, il lit le workflow, il génère des étapes dans une liste SharePoint, Case Lifecycle. C'est ce qui permet de voir les étapes dans Power Apps Canva, parce qu'il y a un générateur d'étapes dans la liste Case Lifecycle, hein, si vous vous souvenez du Case Management Pattern. Et ensuite, ce Step Generator déclenche un Workflow Runtime. Et c'est ce Workflow Runtime qui est écrit en Power Apps aussi. Hein, tout est écrit en Power Apps et Power Automate. C'est ce Workflow Runtime qui tourne en fait en permanence. Si quelqu'un approuve quelque chose, hop, il y a un événement qui est créé dans SharePoint. Ce Workflow Runtime est appelé, travaille, essaye de voir quelle est l'étape suivante, trouve l'étape suivante, la met en mode wait, on le voit en Power Apps. Hein, donc, vous voyez, donc en fait, c'est un moteur de workflow qui tourne au-dessus de Power Automate et qui est écrit avec Power Automate, hein, puisqu'il y a des limites que je trouvais pas acceptables pour mes clients. En fait, hein. Et vos clients ont d'ailleurs ce problème-là. Donc voilà. Donc le code, on a encore quelques minutes en fait. Je pourrais peut-être vous montrer très rapidement le code. Voilà. Alors, comme on est un peu à l'avance, je vous montre ça. Donc, j'ai une solution qui s'appelle BPM Toolkit. Et je vérifie pour être dans la bonne solution. Ouais, voilà. Donc, j'ai une solution qui s'appelle BPM Toolkit. J'ai une solution qui s'appelle BPM Toolkit ALM qui permet de recréer le site SharePoint, les listes, de transformer vos flows des anciennes listes vers les nouvelles listes, en fait. C'est assez intéressant. Et donc, le BPM Toolkit est ici. Et dans ce BPM Toolkit, vous allez voir en fait tous les workflows dont je parlais. Voilà. Dont, par exemple, le workflow. Alors, on va jeter un coup d'œil au workflow runtime. Voilà, ici. Ça, c'est vraiment le cœur du. Enfin, il y a deux cœurs. Hein, c'est le générateur de workflow et le workflow runtime. Enfin, je ne vais pas vous assommer non plus avec des. Parfois un peu lent dans une solution. Alors, tu veux bien éditer, voilà. J'ai encore 5 minutes. Et donc, ceci, c'est l'implémentation au-dessus de SharePoint. Il y en aura une aussi, évidemment, au-dessus de CDS. Et vous voyez, il attend un événement sur la liste. Bon, mon navigateur est un peu lent ici, mais sur la liste Case Lifecycle. Je vais bien t'ouvrir. Oui, évidemment, ici, je viens de faire une migration, donc vous ne voyez pas le nom de la liste, mais ici, c'est Case Lifecycle. Et donc, le principe, c'est
Donc le système regarde l'étape suivante, regarde s'il y a un goto, puisqu'on peut mettre des goto dans la définition de workflow. S'il y a un goto, il va au goto. S'il n'y a pas de goto, il va à l'étape suivante. Vous voyez, il cherche quelle est l'étape suivante. Voilà. Et dès qu'il la trouve, en fait, eh bien, il va la mettre en mode waiting. Typiquement, ici, il va la mettre en mode waiting. Vous ne voyez pas le détail parce que ce n'est pas le bon. J'ai fait une migration hier. Et sinon, il met le workflow en mode final. Donc, c'est une mécanique bien huilée, mais ça marche très, 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 très bien. On n'a pas le temps d'aller dans plus de détails. Je vais créer une vidéo qui montrera vraiment le cœur du système. De toute façon, cet outil sera disponible fin septembre ou début décembre, fin novembre ou début décembre. Je suis en train de travailler sur la partie déploiement pour que ça aille plus vite. En tant comme roadmap, qu'est-ce que j'ai? Eh ben ça, c'est la roadmap originale, donc d'il y a quelques mois. Donc voilà, je dois encore le mettre dans GitHub. J'avais dit novembre. OK, bon, ce sera novembre, début décembre. Je dois implémenter la partie CDS aussi, pour ceux qui ont une licence premium. Bon, j'ai des clients qui ne veulent pas payer du premium, donc voilà. Rendre visible le concept de state machine, donc les go-to dans le graphe. Des analytics génériques, donc ça c'est pour ma collègue Isabelle. On peut avoir plus d'analytics sur les business process. Compliance, encore, meilleure traçabilité. Je veux minimiser les approbations humaines. En utilisant machine learning, je peux savoir que, tiens, si telle personne systématiquement approuvait les tâches, le machine learning peut automatiquement approuver avec une certaine probabilité. Et donc, je ne demanderai même pas d'approuver, je passerai au-dessus de la personne, en fait. Vous voyez, donc, ça diminue l'interaction humaine. J'ai déjà fait ça dans un autre projet. Alors, autre aspect aussi, avant d'arrêter, c'est si vous avez, par exemple, 500 workflows qui tournent, ou même plus, mon client a plus que ça, en fait, et il y a des bottlenecks quelque part. Il y a des gens qui attendent, donc on attend que quelqu'un réagisse, mais il se passe que c'est toujours la même personne, en fait. Donc, plutôt que d'aller sur les 500, d'aller voir ce qui se passe, le système devrait avertir les superviseurs et dire, écoutez, il y a quelque chose qui cloche, donc avec une certaine intelligence, dire, là et là et là, il y a quelque chose qui n'est pas normal, j'attire votre attention. Peut-être que cette personne n'a pas délégué cette tâche, je peux d'ailleurs le vérifier en réalité, et ça commence à durer en fait, donc on a un problème, réagissez en fait. Et donc ça c'est vraiment mettre de l'intelligence au service du business, c'est plus que des mots, parce que vous allez voir, ça va tourner dans quelques semaines en fait, ce genre de choses. Intégration planeur, oui peut-être, stress test ça marche, RPA ça marche, mais peut-être que je vais faire une intégration avec Team beaucoup plus tôt, parce que dans chaque approuveur peut être un team en fait, et donc ce team doit pouvoir communiquer entre eux, avoir des messages. Il y a un système de communication aussi qui est intégré dans le BPM Toolkit, mais je veux ouvrir ça à Team. Aussi, il y a une ségrégation en termes de sécurité qui fait que certaines équipes chez HR ne peuvent pas voir certaines requêtes. Donc il y a des requêtes qui sont ultra sensibles en fait, que seules certaines équipes de HR peuvent voir, peuvent traiter. Donc, ne peuvent pas être au courant que, par exemple, le directeur a fait une demande médicale et qu'il y a quelque chose qui cloche. En fait. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment certaines équipes qui sont certifiées pour pouvoir. Et donc, ce modèle de sécurité est implémenté dans le BPM Toolkit. Il tient compte de ça. Mais je voudrais aller un peu plus loin en donnant la possibilité de discuter au sein des business process avec Team. En fait. Donc, l'intégration avec Team va arriver. Donc, voilà un tour rapide de différents patterns, best practices. Il y a une implémentation que vous allez avoir. Donc, et dans l'avenir, je vais un peu communiquer un peu plus sur les autres patterns qu'on trouve dans le BPM Toolkit. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de Power Platform French Summit. Merci beaucoup. Merci Serge. Merci Serge. C'est super intéressant. Merci. Merci. Tu as eu pas mal de questions, donc je ne sais pas si tu peux. Alors, je peux regarder, effectivement, oui. J'avoue qu'il y en a pas mal, enfin pas mal, je pense une bonne dizaine. Oui. Je vais dans conversation. Ah, je vois
pas. Ah bon? Assez bizarrement, je vois rien dans les chats. Je vois beaucoup de monde, mais je vois rien dans les chats. Ah. Bah, C'est pour aller bizarre. plus vite, je pense qu'on peut les Oui, prendre. oui, bien sûr. D'accord, quelques-unes, d'accord, désolé. Je Moi, répondrai de toute façon tout à l'heure, hein, mais si vous en avez quelques-unes. la question, est-ce que ce BPM Toolkit, il est prévu d'être intégré nativement à la Power Platform au lieu de l'installer Non, donc en la Android? question, en fait, mon but c'était de vraiment montrer que ça pouvait tourner avec ces outils-là, de donner quelque chose aux gens qui en ont besoin. Il y en a énormément de monde, énormément de personnes qui veulent avoir. Ce ne sera pas intégré, c'est un peu comme le COE. Peut-être qu'ils vont s'en inspirer et faire quelque chose dans le futur, en fait, puisque maintenant ils sont un peu forcés, puisqu'il y a quelque chose qui tourne. Mais ce n'est pas intégré dans les outils standards, en fait. Hein. Ce sera comme le COE, qui est un outil que vous prenez, vous téléchargez, vous installez. Il n'y a pas de D'accord. support, en fait. Hein. Enfin, le support, ce sera une équipe de bénévoles. Mais il va vivre longtemps. Hein. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si on a encore le temps ou on arrive au bout. On arrive au bout, mais bon. S'il y en a encore une, je veux bien en prendre une. Je suis désolé, hein, ça arrive parfois avec Team qu'on ne voit pas les questions. En fait, ça arrive. Serge, question, Oui. est-ce que votre BPM Toolkit n'est pas en overlap avec les BPM Flow que Microsoft a ajouté? Ah, alors un peu, oui, sauf qu'en fait, il y a plein de fonctionnalités qu'on n'y trouve pas. Par exemple, les délégations de tâches, il n'y a pas le fait de pouvoir adapter le workflow dynamiquement en cours de route, il n'y a pas les task forms, il n'y a pas. Vous voyez, il y a plein de fonctionnalités. En fait, au départ, d'abord, en plus, c'est premium, hein, le Oui, BPF, en fait. Hein. je Et en confirme. plus, la roadmap du BPF n'est pas claire non plus. Vous voyez, donc, je me méfie d'investir là-dedans. Donc, il y a plein de fonctionnalités qui ne sont pas dans le BPF, qui sont dans le BPM Toolkit. Et c'est pour ça que voilà, j'ai pas suivi cette voilà. Et mes clients ne veulent pas utiliser du premium en fait. Enfin, sauf pour certains flows, mais c'est tout. Oui. Voilà. Merci pour ton sens de partage. On Je t'en apprécie prie, tous. avec plaisir, avec plaisir. D'autres questions? N'hésitez pas. Hein. Non, après, je pense pas. Peut-être répondre quand tu auras quitté meeting. Offline. Juste une question. Oui. Oui. Serge, j'ai une question. Pour Oui. certains, peut-être flow critiques, est-ce que tu recommanderais d'utiliser des service accounts pour, je sais pas, mettre un flow qui doit envoyer des notifications aux gens, enfin, être critique, enfin, n'importe quel processus critique, il doit pas être, je dirais, géré par un maker en particulier. Je veux dire, Oui, alors est-ce que oui, vous ça dépend. Oui, ça Ouais. dépend un peu de la philosophie de l'entreprise en fait. Hein. Donc moi, ce que je fais, c'est systématiquement, il y a un compte qui est défini pour tous les flows en fait de l'application, qui est le maker account, qui est géré par l'IT, bien entendu, et c'est ce compte qui est audité en réalité. Hein, donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Donc j'ai le maker account, donc j'ai un compte principal qui est utilisé. Ce compte est géré par l'IT. C'est eux qui déploient d'ailleurs en production. Moi, je ne touche pas à la production. Et il y a un groupe qui est D'accord. aussi co-owner de tous les flows systématiquement qui tournent en production. Donc ça, c'est pour les applications critiques. D'accord, ok. Hein. Encore une Et fois, sinon, il keep n'y a it pas de... simple. Mais... Oui, vas-y. Surtout pour l'envoi de mail, par exemple, est-ce que, surtout si on veut qu'une boîte mail générique envoie des mails pour tout ce qui est notification, soit pour l'approbation ou pour d'autres processus qui passent par mail, c'est quoi votre astuce pour Alors, l'utiliser le plus? oui, alors l'idéal, c'est le schéma typique, c'est créer une mailbox partagée, share mailbox. Et donc, le mail est envoyé on behalf of, donc de la part de la boîte partagée. Donc, pas du compte, hein, parce que le compte peut aussi envoyer un email en fait. Hein, alors, les gens reçoivent un mail du compte. Alors, c'est compliqué, il faut configurer pour que l'envoi des mails se fasse pour quelqu'un d'autre, mais alors il faut configurer Exchange pour ça. Généralement, l'IT refuse. L'idéal, c'est d'avoir une mailbox partagée, enfin partagée, peu de personnes y ont accès en fait, hein, et le Ouais, flow envoie de la part de cette mailbox en fait. Hein. Donc, le code, c'est le même que l'envoi d'un mail normal en fait. Hein. Donc, c'est mailbox partagée. Voilà, c'est avec ce le que je connecteur conseille. Outlook. Avec le connecteur Outlook, Avec voilà, le con- pour cette mailbox partagée. En tout, vous ne suggérez pas d'utiliser, je sais pas, le connecteur mail ou SMTP pour ce genre de choses.
Moi, j'utilise les outils Office C'est en- 65 de base, hein, donc ils sont suffisamment. Ouais. Merci, c'est clair. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ok. Écoutez, je Merci. vais essayer de répondre aux autres questions